Allô, c'est Camille, bienvenue dans le podcast 5 à 7 RH, le podcast qui n'a pas peur de vous parler du meilleur comme du pire du monde de l'entreprise. Et oui, ici on va se questionner, s'inspirer, apprendre, mais aussi rire en parlant de sujets légers, mais aussi un peu plus graves de tout ce qui se joue dans les entreprises et notamment au niveau des relations humaine. Et aujourd'hui, je vous emmène sur un ring de boxe. Non, alors ne vous en faites pas, je ne me suis pas trompée de sujet, on va bien parler de boxe, mais de ce que la philosophie de la boxe peut vous apporter dans le monde du travail. Et pour vous en parler, je reçois Christian Jeunet. Alors Christian Jeunet fait partie, je dois l'avouer, de ce genre d'entrepreneur que j'admire. Vous savez, celui qui n'a pas peur de dire les choses, mais qui a à cœur de prendre soin de son équipe et de voir les forces chez eux qu'eux-mêmes n'imaginent même pas. Christian, c'est celui qui vous amène toujours plus loin, tout en sachant rester humble. Mais ce multi-entrepreneur n'a pas eu une route sans encombre. Il a rencontré sur son chemin le crime organisé qu'il a côtoyé pendant 4 ans. Il a failli mourir en hélicoptère. Il a monté sa première entreprise Sushi Taxi avec seulement 500$ en poche. Il a ensuite créé Bouddha Station qui a pour mission de changer la façon dont les gens mangent en entreprise. Mais au moment où il connaissait sa plus forte croissance de plus de 340%, si mes chiffres sont bons, il perd tous ses clients suite au confinement. Bref, je pourrais continuer comme ça pendant longtemps car la vie de Christian, c'est l'histoire d'un gars qui vit toutes sortes d'aventures et qui sait encaisser les coups, qui sait toujours remonter la pente. Et justement, c'est aussi ça qu'il va nous partager dans le podcast. Il va nous parler de résilience et de cette capacité d'ajuster son plan de match pour rester debout. Allez, je vous laisse enfiler les gants de boxe et on y go avec ce 14e épisode en compagnie de Christian Jeunet. Bonne écoute! Alors, bonjour Christian, bienvenue dans le podcast. Et d'abord, comment ça va? Comment on se sent dans tes souliers aujourd'hui à 8h du matin? Que j'aime ta question. Énergique ce matin, puis j'ai passé une bonne nuit, puis c'est excitant de presque commencer ma matinée avec toi. Ah, top! Et bien justement, quand tu commences tes matinées, habituellement, comment tu commences tes journées? Est-ce que tu as des rituels ou des choses comme ça ou pas du tout? Ben ouais, d'abord, je suis un lève très tôt. Je suis le genre de gars qui dort 5 heures par nuit puis qui se sent 100% reposé. Je suis Or, je me jalouse. lève vers 4 heures du matin habituellement et ce, sans cadran. Je vois ta face, là, même de loin, qui est un peu turn-off. Pour moi, c'est une période, j'ai l'impression, où le monde s'arrête et m'appartient. Je débute toujours ma journée avec un petit rituel que j'ai qui s'appelle mon 10 Mindful Minutes. Il y en a qui aiment dire qu'ils font de la méditation ou autre truc. Moi, j'ai un cerveau que j'ai besoin de poser puis de focusser pour la journée sur qu'est-ce qu'il y a dans cette journée-là pour moi, quels sont les petits bonheurs que je vais atteindre, puis focusser sur ce qu'il y a d'important pour moi. Puis ensuite, je suis un genre de gars qui s'allume un petit feu de foyer, prend un café, puis lit jusqu'à 5 heures. Ensuite, ma journée commence. Tu commences, c'est-à-dire à partir de 5h, tu commences à travailler? Ouais. Je te dirais qu'entre 5 et 7, là, ça doit être la période de temps la plus efficace et performante pour moi. Mais tu m'étonnes, c'est parce qu'il n'y a personne qui t'envoie de messages ou quoi que ce soit. C'est comme tu es dans ta bulle. J'aime dire que les emails, là, moi, mon rôle, c'est de les envoyer, pas de les recevoir. À cette heure-là, inquiète-toi pas, il n'y en a pas qui rentrent. Ouais, tu m'étonnes. D'ailleurs, je te posais un peu cette question aussi parce que tu sais, j'ai vu sur l'un de tes posts LinkedIn où tu disais j'ai l'impression de mettre un genou par terre parce que Buddha Station, qui avait connu une croissance de 340%, a perdu tous ses clients suite au confinement. Et du coup, je me suis demandé, ok, là, on est presque déjà 1 an suite quand on savait que le Covid, là, il était parmi nous, pardon. Et comment ça va? C'est pour ça que je voulais savoir comment est-ce que tu vas aujourd'hui et comment est-ce qu'on fait pour sortir d'une situation aussi nouvelle, stressante et inconnue? Tu sais, je vais bien, première des choses. Mon moral est bon. Je t'avoue que ça a été des montagnes russes, là, tu sais, une situation comme ça, même les athlètes, disons, qui sont des champions de la puissance mentale, passent par des up and down, je suis convaincu. Ça a été mon cas.
Ben, comme tu disais en préambule, en mars dernier, on a perdu 100% de nos clients. Mon entreprise Bouddha Station a développé une application qui gère des repas et des collations pour des entreprises. Et puis, ben, nos entreprises, des gros cabinets d'avocats, des bureaux d'assurance, des technos, ont tous fermé. Ces bureaux-là sont encore fermés d'ailleurs. Fait que ça a été pour moi un coup dur, vraiment. Puis c'est là que justement, je me suis collé au mot résilience, quelque chose que j'ai appris avec les années à la boxe. Vraiment. Et Tu sais, Camille, les meilleurs boxeurs, c'est pas tout à fait ceux qu'on pense. Tu sais, les gens qui ne connaissent pas la boxe peuvent rapidement penser que les meilleurs boxeurs sont ceux qui sont forts ou qui frappent très, très fort. Ben, c'est pas ça. On dit que les meilleurs boxeurs sont ceux qui ont le menton dur, c'est-à-dire qui sont capables d'encaisser et surtout d'ajuster leur plan de match. Ben, euh, ça fait partie de ça, la résilience. Puis la résilience en boxe, c'est vraiment de mettre un genou par terre puis être capable de envoyer ce signe-là, tu sais, à l'arbitre quand tu es sur le bord d'avoir un KO, de te faire mettre au plancher, mettre un genou à terre, puis l'arbitre, dans ce temps-là, il éloigne ton opposant, puis il part un décompte de 10. Ben, si tu te relèves en 2 secondes sur l'ego, ben, 99% des temps, ton opposant va se ruer sur toi avec ses coups les plus forts, puis il va te knocker. Le concept de résilience en boxe, c'est vraiment d'être capable de prendre sa météo mentale, corporelle, motivationnelle, de respirer, d'analyser un peu j'en suis où, combien de temps il reste au round avant que je puisse m'asseoir dans le petit tabouret du coin avec mon coach pour 1 minute de repos. Est-ce que c'est quoi mon plan de match pour les minutes qui restent à se rendre là pour faire attention? Et là, envoyer un clin d'œil à son coach pour dire on est hors de danger. Et là, se relever rendu au décompte de 8 ou de 9. Mais tu sais, en affaires, je pense qu'il y a vraiment une belle image à faire avec ça. Puis c'est exactement la technique que j'ai employée comme leader avec mon entreprise en mars dernier. Et justement, là, tu me parlais d'un coach qui va dire, OK, comment est-ce que tu te sens, qui va t'aider aussi, te soutenir. J'essaie de faire un parallèle aussi avec dans ta vie professionnelle. Sur qui est-ce que tu t'appuies quand tu as des moments aussi durs comme ça à affronter? Ben, d'abord, je pense que le leadership et aussi l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat, c'est un sport de haute compétition et que c'est nécessaire d'avoir un coach, un mentor ou bref, quelqu'un sur qui s'appuyer, sur qui se retourner, qui va te challenger, qui va aussi t'apprendre toutes sortes de trucs ou te mettre en contact. Tu sais, tous les plus grands athlètes olympiens ont un coach. Ben, je pense que c'est nécessaire en affaires. Fait que ça, c'est la première des choses, c'est avoir quelqu'un sur qui s'appuyer. Ben, moi, j'ai une amie / mentor coach en affaires. Puis, tu sais, avoir quelqu'un à qui se confier, qui a une perspective sur tes projets, mais qui a aussi une expérience en affaires, qui a une sagesse. Et cette personne-là est détachée émotivement de tes problématiques, ben, vraiment, ça amène, disons, une vision qui est différente. Oui, clairement, tu m'étonnes. Et puis là, c'est sûr qu'au-delà de ça, bien sûr, il y a le fait d'avoir un coach, mais il y a le fait aussi d'avoir une discipline. Une discipline de faire attention à soi en premier pour pouvoir prendre soin de l'équipe ensuite, puis avoir une espèce de discipline d'athlète où ben, on prend soin de sa santé physique, mentale, motivationnelle, et ainsi de suite. Là, tout mon beau discours, ça paraît bien, mais c'est un équilibre qui est fragile et presque inatteignable. Alors, il y a des moments où c'est plus corsé, des moments où ça va mieux, des moments où c'est simple, et ainsi de suite. Mais justement, comment tu fais, toi, pour dire, OK, là, je suis plus sur... tu sais, l'équilibre, là, je l'imagine que tu es sur une poutre, puis des fois que tu peux tomber. Comment est-ce que... Tu sais, parce que sur une poutre, c'est comme plus visuel, c'est physique, tu commences à sentir que tu vas tomber, puis que tu n'es plus sur ton équilibre.
dans toi, en tant qu'entrepreneur, à quel moment où tu sens que tu es plus sur ton équilibre et qu'est-ce que tu fais quand tu es plus en équilibre? Tu sais, ce que tu expliques avec la poutre, on ressent la même chose à la boxe. Tu es essoufflé, tu as de la misère à prendre le rythme, c'est pas toi qui contrôle le match, tu reçois des coups, ça fait mal, ça va trop vite. Alors ça, c'est des signes. Ben, en entrepreneuriat, c'est pareil. Avec, disons, l'expérience, euh, ben, tu vois, tu ressens ces signes-là comme justement avoir l'impression que tu es débordé, avoir l'impression que tu manques de motivation, avoir des fois une espèce de cerveau qui est en mode Dr. Jekyll et Mr. Hyde, que tu t'auto-sabotes. Devenir obsessif dans mon cas parce que je commence à moins dormir, à travailler trop, je veux tout régler la même journée ou la même semaine. Alors ça, ce sont tous des signes qui, dans mon cas, allument une lumière. Tu sais, là, tu me parlais, être entrepreneur, c'est aussi avec l'expérience que tu ressens ça, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir entrepreneur? Oh, je pense sincèrement que c'est ma quête incessante, inlassable de liberté. À la base, je suis vraiment un artiste et j'étais vraiment quelqu'un qui avait le besoin de liberté. Pour moi, la liberté, c'était la liberté de créer, la liberté aussi de fonder une équipe, la liberté d'amener, d'avoir l'impression de faire une différence, puis de gérer mon propre horaire. Puis aussi l'espèce de goût maniaque de l'adrénaline, ben, l'entrepreneuriat répondait à ça pour moi. Ah, bien, je comprends ça. Et d'ailleurs, attends, parce que alors ça a rien à voir avec l'entrepreneuriat, du coup, mais là, je me suis dit, ça a apparu comme ça. Je me dis: «Ah, faut que je te pose la question» parce que je l'ai lu ce matin, tu sais? Où tu avais écrit: je veux arrêter d'être aimé à tout prix» et je Mhm. pense que tu es pas le seul à vouloir ça et en même temps, je t'avoue, quand j'ai lu cette phrase que tu as écrite, je me suis dit: «Non, mais attends, tu as un style très rebelle», tu vois? Et j'aurais jamais pensé que tu aurais écrit ce genre de phrase et ça m'a étonnée. Ouais, ben, tu sais, il n'y a personne. Le rôle tu sais, le rôle d'un leader, c'est d'afficher. En tout cas, je crois beaucoup que c'est puissant, c'est utile dans la synergie d'une équipe de montrer de la vulnérabilité. Puis, ben, à juste titre, il n'y a personne, tu sais, qui ne ressent pas un jour ou l'autre le syndrome de l'imposteur, entre autres. Il n'y a personne non plus qui un jour ne consulte pas les médias sociaux sans se comparer un peu, beaucoup, extrêmement. Alors, ça, c'est toutes malheureusement, des choses qui nous arrivent et puis qui nous amènent des fois à perdre un peu le focus. Et bon, ça m'arrive comme tout le monde. Puis j'essaie de me parler dans ce sens-là, de dire mon rôle, c'est pas d'être aimé, mais plutôt de faire les choses bien, de faire une différence, puis de me coller à mes valeurs, justement, quand je travaille, quand je prends des décisions, quand je suis avec ma famille, mes amis, puis mes employés, de ne pas mettre un masque, d'être toujours la même personne. Et justement, c'est quoi tes valeurs? Ben, j'ai 4 valeurs qui sont euh, vraiment ancrées en moi, que j'ai définies à titre personnel, ensuite avec ma fille et puis avec mes équipes à partir de 2010. Euh, Définitivement être rebelle. Et tu sais, pour moi, être rebelle, c'est pas de s'habiller comme un marginal ou avoir les cheveux peignés comme un punk teint en bleu, mais c'est plutôt être capable de contourner le règlement, parfois avoir un sac, disons, de solutions qui est beaucoup plus gros que le sac de problèmes, être capable de lancer une hypothèse sans partir une étude de faisabilité pendant 6 mois de façon interminable. La deuxième, c'est excitant parce que
Pour moi, je te l'ai dit tout à l'heure, je suis un junkie d'adrénaline. La vie, ça doit être excitant. Mon travail, mes interactions avec mes employés, mon équipe, mes collaborateurs, avec nos clients, ça doit être excitant. Élite, parce que je viens du monde de la boxe, je suis un maniaque de boxe, puis être élite comme athlète, ça ne veut pas dire devenir bon, mais ça veut dire être en constante évolution, avoir l'envie d'apprendre, puis d'apprendre des meilleurs, puis d'évoluer définitivement. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vient d'une dynamique, d'une discipline de faire d'un athlète, tu sais. Et puis, ensuite de ça, la dernière, pour moi, en est une aussi qui est importante, c'est GYSD pour Get Your Shit Done. J'adore. Et celle-là, c'est la notion de responsabilisation pour moi, c'est de dire, si tu t'impliques dans quelque chose, si tu prends la responsabilité, si tu l'acceptes, ben, mets ton talent, mets ton intelligence à profit pour atteindre tes objectifs plutôt que de tomber dans les défaites. Demande de l'aide, aie le courage de dire que ça ne va pas comme tu veux, mais surtout ne te défile pas. Fait que ces 4 valeurs-là sont au centre de mon cœur, de ma tête. Puis, je vis à travers vraiment ces valeurs-là tous les jours. Puis c'est les lois que je me donne envers moi-même, envers ma famille, mes amis, mais aussi envers mon équipe au travail. C'est comme le liant, tu sais, c'est nécessaire. Donc, ces valeurs-là, tu les as aussi. Est-ce que ces valeurs-là, c'est des valeurs qui te sont intrinsèques? Est-ce que c'est des valeurs que là, aujourd'hui, tu as remis dans ton entreprise et que tu as co-créé aussi avec tes salariés? Comment tu vis ces valeurs-là? Ben, je suis un gars qui a eu un parcours difficile. Je viens d'une famille très religieuse. Mon père étudie en théologie puis a défroqué 2 semaines avant d'être ordonné prêtre. J'ai été élevé dans ces valeurs-là. J'ai trempé dans le crime organisé pendant 4 ans. Puis par la suite, je me suis beaucoup mis en question quand j'ai eu peur de mourir. J'ai rebâti ma vie, j'ai recommencé à boxer. Puis à travers ça, j'ai vraiment, disons, solidifié et co-créé ces valeurs-là. Et à travers tout ça, petit à petit, je les ai clarifiées dans mon cercle familial. Puis à partir de 2010, avec mes équipes, dans mes divers projets d'entrepreneurs. Puis je t'avoue que ça me sert tous les jours. Ça me sert à prendre des décisions, ça me sert à challenger, à questionner des collaborateurs ou des employés. Ça me sert aussi disons, à aider mon équipe à faire un choix d'embauche pour grandir notre équipe. Ça me sert tous les jours. Et tu sais, tout à l'heure, tu me disais, avant, j'étais dans le crime organisé. Comment tu as réussi à sortir de là? C'était quoi ton boost là qui t'a vraiment permis de dire: «OK, là, c'est bon, stop et puis je vais faire autre chose»? J'ai eu un wake-up call où mon ange gardien est mort. Et puis en 99, puis autant ça m'a remis en question sur mes valeurs profondes, autant j'ai eu vraiment la frousse par tout ce que j'avais vécu, puis tout ce que je savais d'y passer moi aussi. Alors, je me suis caché pendant 6 mois, j'ai eu peur de mourir, puis à travers ça, là, je me suis comme remis en question versus les valeurs que j'avais été, avec lesquelles j'avais été élevé dans ma famille, ce que j'étais devenu, le chemin par lequel j'étais passé. Ça m'a amené à recommencer à m'entraîner, à prendre soin de moi, à reprendre une discipline, à bien manger, puis par la suite, à me positionner sur qu'est-ce que je vais faire de mon avenir, puis sur quoi je vais m'ancrer. Fait que ça a été un processus, disons, lent, mais évolutif. Mais ça, tu l'as fait tout seul? Tu sais, parce que moi, je suis en train de m'imaginer comme ça va être une vie totalement différente et je me dis: «Mais c'est fou quand même de réussir à se dire de: "OK, là, je dis vraiment stop et puis je vais réussir à changer de vie"». Tu sais, c'est comme si tu me disais: «Mais moi, je savais que j'allais m'en sortir et puis, j'allais trouver et puis j'allais faire autre chose». Mais
J'essaye de revenir à l'époque quand tu as pensé à tout ça. Est-ce que tu avais vraiment ça en tête, cette chose-là? Non, mais tu sais, c'est comme un processus qui se fait pas seul d'ailleurs. Ok. Ça se fait d'abord, c'est largement ancré par l'environnement dans lequel tu baignes. Hein. Tu sais, baigner dans une famille religieuse versus baigner dans le crime organisé, c'est deux environnements qui amènent des comportements très différents. C'est modélisé aussi par les personnes que tu côtoies. Tu sais, côtoyer des amis de sport et côtoyer des gens dans le crime organisé ou des gens plus qui ont une inspiration religieuse, ben, c'est aussi une inspiration qui est très différente. Puis par la suite, ben, le repli sur toi et les rencontres que tu peux faire, ben, le mix de tout ça amène justement une réflexion puis une évolution. Tu sais, ça a été ça. Non, ça ne s'est pas fait par moi-même. Il y a eu vraiment l'influence de l'environnement, des gens puis de mes comportements. Et est-ce que tu penses que ça fait partie d'une étape de ta vie qui t'a vraiment permis aujourd'hui de devenir plus résilient? Je ne pense pas que cette étape-là m'a amené la résilience. Elle fait partie de mon parcours. J'ai été gêné de ça pendant plusieurs années. Je m'en suis caché. Je m'en cache plus maintenant parce qu'elle fait partie de moi, parce qu'elle m'a aidé à devenir ce que je suis maintenant. Mais j'ai tourné la page, puis je garde le bon de ça. Et à quel moment tu t'es dit: «Non, mais en fait, bah, ça fait partie de moi, je peux en parler»? Euh, Quand j'ai compris que ça pouvait devenir une force, la force justement d'être élite, c'est-à-dire de pouvoir évoluer, la force aussi de montrer que c'est pas parce que tu as des échecs ou c'est pas parce que ben, il y a des périodes de ta vie qui vont mal ou qu'il y a du désespoir qui s'installe que tout est perdu, au contraire. Ah, d'ailleurs, en parlant C'est ça. d'échecs, tu sais, tu me disais: «Je déteste l'échec». Heu, mais est-ce que tu en as enfin, comment tu as fait face aux échecs que tu as eu? Parce que de ce que j'ai compris là, c'est que tu faisais tout pour jamais échouer. Alors qu'on entend partout, tout le monde fait c'est comme si que maintenant on a comme une éloge à l'échec là et C'est toi tu fou, fais, hein? ouais! On est dans présentement un espace-temps où j'ai l'impression que l'échec est glorifié. C'est clair. Puis que c'est comme une belle phrase sur Instagram, là, que ce qui ne tue pas 30 meilleurs, je n'ai pas d'échec, j'ai des apprentissages, tu sais. Non, je suis désolé, pour moi, là, la sagesse, c'est une cicatrice épaisse, là, qui est créée par les erreurs qu'on a faites dans la vie. J'ai peur de l'échec et j'en ai horreur. L'échec, c'est pas agréable, ça fait mal et je veux l'éviter à tout prix. J'aime dire que si l'échec était si utile puis si glorifié, là, mais les Canadiens de Montréal seraient probablement la meilleure équipe de hockey au monde. C'est bol. Attention. Mais je pense Tabarnouche. ah ouais, non mais comment tu fais du coup quand tu en as un? Parce que tu as envie quand même des échecs, même si tu détestes ça. Du coup, comment tu fais pour pouvoir rebondir? Ben, tu sais, l'échec pour moi, c'est vraiment une situation de non-retour. Tu sais, par exemple, mettons une entreprise qui n'a plus de liquidité et qui fait face à la faillite, ben, c'est tout près de l'échec tant qu'à moi. Une entreprise qui a perdu tous ses collaborateurs ou bon, c'est tous ses employés, c'est tout près de l'échec. Euh, Moi, par exemple, qui a failli mourir puis qui a parti sa vie en étant 4 ans dans le crime organisé, c'est un échec qui est solide. Alors, on a des challenges, on a des moments durs, mais les échecs, ce sont des choses qui n'arrivent pas tant souvent. Euh, j'ai eu un échec, disons, dans mes choix de vie, sur mon parcours de crime organisé. J'ai eu, puis à mon avis, c'était impossible d'emprunter cette voie-là parce qu'il n'y a pas de succès dans cette voie-là. Tu sais. J'ai eu des échecs en amour, j'ai eu des échecs aussi en entrepreneuriat. Puis, comme je te disais tout à l'heure, ça a forgé une cicatrice sur mon corps, sur mon cœur, sur ma tête, qui font ce que je suis devenu maintenant, mais certainement pas qui me rendent à l'aise avec l'échec et encore moins qui enlève ma peur de ce maudit échec-là. Mais je pense aussi parce que quand on a un échec, c'est aussi le regard de l'autre, tu sais?
Ouais. D'accord. Ben le pire regard, c'est celui qu'on pose sur nous, hein, tu sais. Ouais. Et puis le regard de l'autre, ben, on apprend à justement de plus en plus euh, justement à être imperturbable ou du moins ne pas le prendre personnellement parce que tu sais, chacun a son histoire, chacun aussi a sa personnalité, puis chacun a sa paire de lunettes. Moi, c'est une des règles de base que j'ai en leadership de ne jamais prendre les choses personnelles. Puis, tu sais, Steve Jobs disait d'ailleurs, si vous prenez les choses personnelles, vous êtes aussi bien d'ouvrir un comptoir de crème glacée parce que sinon, vous allez être malheureux toute votre vie. Ok, mais comment tu apprends ça? Parce que, attends, ce que tu dis là, il y a énormément de personnes qui disent ça. C'est prenez pas les choses personnelles, prenez du recul. Mais en vrai, Christian, c'est vraiment super difficile à faire. Ben, en vrai, la première des choses, ça doit se décliner des deux façons, hein. Tu sais, euh, ne pas prendre les choses personnelles, c'est autant quand tu as des succès, là, mais là, tout le monde te glorifie. Bon, je pense qu'il faut, dans ce temps-là, euh, prendre ce cool puis ne pas se auto-glorifier avec ça. Et ensuite de ça, ben, quand on a des moments durs, quand on a justement des gens qui nous dénigrent ou des gens qui ne sont pas d'accord ou des gens qui nous font du shame, ben, même chose, s'ancrer sur pourquoi j'ai fait ça, mes valeurs se situent où là-dessus, est-ce que c'est vraiment la bonne décision, est-ce que je l'ai bien expliqué, si oui, j'avance. Et en parlant d'avancer, tu sais, tout à l'heure, tu me disais, j'ai voulu être entrepreneur parce que j'ai besoin d'avoir cette liberté. Est-ce qu'aujourd'hui, tu la ressens toujours, cette liberté que tu voulais tant? Ben, à tous les jours, j'essaie de la savourer. Euh, mais tu sais, ultimement, la liberté, c'est un endroit qui est situé, je dirais, entre notre cœur et notre tête. Puis c'est nous qui le maîtrisons un peu à tous les jours, puis souvent qui peuvent se mettre des petites prisons intérieures, comme justement ne plus être maître de son agenda, devenir obsessif, perfectionniste, sombrer dans la performance excessive, vouloir être là pour tout le monde et s'oublier. Fait que la liberté, pour moi, a évolué vers des concepts comme ça où justement, ben, il faut se parler puis être capable de gérer cette liberté-là qui nous appartient, tu sais, hein. Et, et justement, parce que, donc là, tu me dis, OK, il y a quand même cette liberté, je dois la gérer, mais des fois, est-ce que tu te sens pas seul? Tu sais, on peut se dire, bah, en tant qu'entrepreneur, des fois, on est un peu seul. Est-ce que toi, tu te sens des fois un peu seul ou tu arrives à bien t'entourer? Ben, la réalité, c'est que je me sens souvent seul. Tu sais, première des choses, on vit dans une pandémie. C'est pas vrai que parce que le monde n'a jamais été aussi connecté qu'on n'est pas seul. Au contraire, je pense que la connexion technologique comme les réseaux sociaux ou les vidéoconférences amène une distance, amène beaucoup de comparaisons, amène beaucoup de glorification versus le moi, moi, moi. Beaucoup moins d'échanges, beaucoup moins aussi de conversations véritables, beaucoup moins aussi de toucher, de tactile. Ça, ce sont tous des choses, beaucoup moins d'échanges, disons, humains, personnels. Mais tout ça, ce sont des choses qui amènent la solitude. Dans une pandémie aussi, comme entrepreneur, ben, ton rôle, c'est d'être le leader, le capitaine du navire dans des moments où justement la mer est déchaînée, mais tu es le seul justement qui tient ce navire-là. Ben, il y a des moments où justement tu es découragé, il y a des moments où c'est difficile, il y a des moments où tu ne veux pas confier ton anxiété ou à ton équipe parce que tu veux les garder motivés. Alors oui, il y a des moments de solitude, je te l'avoue. Et comment tu fais pour faire face à ça, justement? Euh, ben, j'ai entrepris une démarche là, depuis 2 mois où à tous les dimanches, je fais ce que j'appelle le sabbat électronique. Alors, je coupe téléphone, ordinateur, réseaux sociaux et tout ça. Ça me fait excessivement de bien. Ensuite de ça, j'essaie une fois par semaine, prendre une marche avec un ami juste pour jaser de toutes sortes de choses.
J'essaie de couper les nouvelles 6 jours semaine, me tenir à jour là, juste un peu de la situation actuelle, mais sans devenir justement complètement enseveli de nouvelles, particulièrement de mauvaises nouvelles. Ça amène moins de jugement aussi sur les décisions que nos politiciens ou la société peut prendre ou les comportements que la société peut avoir. Puis, j'essaie de me confier justement à des gens à qui j'ai confiance. Puis la dernière chose, c'est de faire du sport. Eh mais justement, en parlant de sport, tu sais, parce que on dit souvent le sport, c'est comme en affaires, là, c'est le mental qui dicte les limites. Comment est-ce que tu fais pour prendre soin de ton mental? Tu sais, ça va de pair pour moi. Le sport, c'est ma soupape. C'est le bienfait numéro un du sport, de l'heure d'entraînement que je fais tous les jours, c'est mon cerveau. J'ai l'impression de me donner une bouffée d'air à mon cerveau. J'ai l'impression que mon cerveau est tellement focusé sur mon entraînement de boxe qu'après, il respire, il est de bonne humeur. Je retrouve mon équilibre émotif. Je t'avouerai que des fois, j'ai de la misère à bouger tellement que j'ai travaillé fort à la boxe. Dans ces cas-là, je vais aller prendre une marche au froid, puis je vais écouter un podcast durant ce temps-là pour essayer de pousser mon cerveau à décrocher. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment ma soupape, l'exercice physique. Donc là, pour moi, là, je retiens 2 choses donc pour pouvoir décrocher. Donc le sport et le fait de pouvoir prendre des vrais moments pour toi le dimanche là et te Ouais. déconnecter complètement de ton téléphone, l'ordinateur, plus rien, genre juste des moments pour ta famille et pour toi. Ouais. Puis tu sais, chacun a sa recette, hein. Il y en a que c'est prendre un bain, lire un livre, jouer à un jeu de société avec des enfants, peu importe. Il n'y a pas de recette miracle. La meilleure recette, c'est celle qui nous fait du bien. Ah oui, non mais complètement. Mais je reviens juste sur ta recette à toi, parce qu'il y a quelque chose qui m'étonne dans ce que tu me dis, c'est mais moi je déconnecte mon téléphone, le dimanche. Heu, je t'avoue que tu es le premier entrepreneur qui me dit ça. Habituellement, ce qu'on me dit, c'est: «Non mais je peux pas du tout, déconnecter, enfin, on a besoin de moi et puis s'il se passe quelque chose, s'il y a une urgence, comment est-ce que je fais? Je peux pas déconnecter de mon téléphone, c'est impossible». Comment toi, en tant qu'entrepreneur, tu arrives à te dire: «Non mais c'est bon, je souffle». Premièrement, c'est d'avoir l'humilité que le monde continue à tourner sans toi. C'est d'avoir l'intelligence aussi d'avoir une entreprise qui est organisée justement pour se passer de toi. Alors là, à ce moment-là, tu travailles sur ton entreprise plutôt que dans ton entreprise, à rendre les gens GYSD, c'est-à-dire responsables. Puis ensuite de ça, se dire qu'on n'est pas le centre du monde. Se dire aussi que euh, oui, on est tous un peu accros à ce maudit bidule électronique-là. Parce que ça m'arrivait d'aller à la toilette puis de consulter mes messages textes. Ah t'inquiète, tu pas le Ça seul. m'arrive de préparer à souper à la maison puis de prendre un email ou d'aller consulter les réseaux sociaux. C'est une très mauvaise habitude. Puis je l'avoue sincèrement qu'après m'avoir analysé, je me suis rendu compte que à un niveau, j'étais moi aussi accro à ces choses-là, puis on l'est tous, je crois. Regardons tes choses. Ton téléphone, tu l'as ouvert combien de fois aujourd'hui? 500 fois. Penses-tu que c'est raisonnable? Parce que tu dis que c'est pas si pire, mais finalement, quand tu mesures ça, c'est 500 fois que tu l'as ouvert. Je pense que là, c'est rendu que tu l'ouvres parce que c'est rendu une habitude, une mauvaise habitude. Dès que tu es un peu ennuyé, c'est rendu un réflexe de regarder ça. Mais ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est de dire que tu n'es pas le centre de la Terre, puis la planète doit continuer à vivre sans toi. Sans ça, il y a un gros problème. Et en même temps, je me dis: «Il faut quand même être tenace», tu sais, pour se dire: «OK, je vais pas l'ouvrir, je le mets de côté là, mon téléphone». Je pense que c'est vraiment quelque chose de super difficile à faire quand ce téléphone-là fait partie de notre vie comme tous les jours et puis, de vouloir faire face constamment et se dire: «Mais attends, mais s'il y a une urgence, s'il y a quelque chose, si quoi que ce soit en fait», tu sais? Il y a un petit gap, effectivement, là, les premières journées où on se sent un peu insécure, puis où on est même un peu ennuyé. On se dit, hey, mais là, avec tout ce temps-là, qu'est-ce que je vais faire? Hey, mais là, comme 5 secondes, je fais quoi durant que je prépare le souper? Tu sais, c'est ridicule. Mais crois-moi, ça passe très vite à l'autre stade qui devient que le lendemain matin, tu n'as pas le goût d'ouvrir tout là, tu sais, parce que tu te sens bien.
Donc, pour ceux qui nous écoutent, c'est possible de déconnecter du téléphone et puis ça peut faire vraiment du bien. C'est Ben, vrai que c'est pas possible, Camille, c'est nécessaire. Puis comment veux-tu envoyer, par exemple, le message à ton équipe que c'est important qu'ils prennent soin d'eux, qui restreignent leurs heures de travail, qui décrochent, si toi-même tu le fais pas? Mais c'est impossible que tu envoies ce signal-là à ton équipe de manière durable. Impossible. tellement, tellement. Et justement, comment tu veilles à la santé de ton équipe? En veillant sur toi? Ben, je- je- j'ai un rituel lors de ma rencontre mensuelle là, que j'appelle mon Gin and Learn avec mon équipe. Au closing de cette rencontre-là, on mesure tous notre énergie là, comme un peu une batterie. Votre batterie est à combien de pourcentage? Euh, J'essaie autant que possible de ne pas me montrer un Superman, alors d'être vraiment authentique par rapport à ce niveau d'énergie-là. J'essaie aussi, souvent que possible, aussi de le dire quand je ne suis pas certain d'une décision, quand je ne suis pas certain du chemin qu'on prend, quand j'ai fait une erreur. Mais ça met comme un peu la table, disons, à une espèce de confiance, à une espèce d'authenticité à même l'équipe, à une possibilité de dire les vraies choses par rapport à son énergie, puis sa motivation, puis son état mental. Premier signe de ça, c'est d'être capable de le mesurer, mais si on n'est pas de le mesurer efficacement, puis il n'y a personne qui se dit les vraies affaires, bien, ça ne marche pas. Le meilleur exemple de ça, là, c'est chaque année, Léger, le firme de sondage, ils sortent un sondage qui dit la moyenne des Québécois font l'amour 3 fois par semaine. Ouais, ben c'est du quoi? J'ai la même réaction que toi. J'ai à mes côtés probablement la plus belle femme au monde, avec qui je partage ma vie, mes valeurs, des projets. Et puis, j'ai une confidence pour toi, là. Attachez-vous bien, on ne fait pas l'amour 3 fois par semaine. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas bien, au contraire, et que j'en ai pas envie. Ça veut juste dire que souvent, ces sondages-là, on aime ne pas dire les vraies choses, on est gêné, on a un ego. Ben ça, la façon de percer ça avec mon équipe, c'est de me montrer authentique et vulnérable. De rendre ça possible, c'est de me montrer authentique et vulnérable. Et est-ce que ça permet, bah, du coup, c'est ce que je suppose là, mais c'est sûr que si ton équipe, elle voit que leur boss est aussi authentique et vulnérable, ça permet aussi beaucoup à ce que eux aussi peuvent venir bah, se confier à toi. Puis dire, tu sais, à un moment donné, tu me disais, je demande à mon équipe comment est-ce qu'ils se sentent, est-ce qu'aujourd'hui c'est plutôt rouge, jaune ou vert? Et puis, bah, je t'en avais déjà un peu parlé, hein, pour moi, c'était, ça peut pas marcher dans toutes les entreprises si ton boss, bah, en fait, pour lui, c'est toujours vert et puis il te dit jamais rien. Comment est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Ou des choses comme ça. Tout le monde va être comme un peu hypocrite et va jamais vouloir dire comment est-ce qu'il se sent réellement. Mais je me suis dit Ben, la base, c'est d'être capable de partager, justement. mmh Puis la confiance se crée à travers toutes sortes de petits moments, hein, tu sais. ouais, C'est notre rôle de leader de créer cette confiance-là. La confiance, c'est la base de l'équipe. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'équipe. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de relation humaine. Puis l'équipe est à propos de relations humaines. Mais cette confiance-là se bâtit avec une foule de petits moments et, entre autres, s'intéresser personnellement aux gens et aussi partager des trucs personnels à nous, bons et surtout mauvais. ouais. Et aussi et surtout mauvais. J'avais une dernière question pour toi sur la résilience. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as vu ta résilience, en fait, porter ses fruits dans le cadre professionnel? Je te dirais définitivement le moment qu'on a vécu dernièrement, la résilience que j'ai démontrée et que j'ai voulu aussi euh, inculquer, forger auprès de mon équipe, a vraiment donné des fruits. En mars dernier, il y a tout près d'un an, c'est fou, hein, un an, Ouais, déjà, ouais. euh, on a fait preuve beaucoup de résilience en démarrant un projet dans mon entreprise Bouddha Station où on s'est dit, on est GYSD, notre responsabilité, c'est de prendre soin
de la santé, du ventre des travailleurs. Ces travailleurs-là ne sont plus dans les bureaux, sont rendus à la maison. Notre modèle d'affaires va en souffrir. Plutôt que de livrer 100 repas à une entreprise, il va falloir livrer 100 repas à 25 adresses. On va devoir réaliser ce défi-là. Puis en réalisant ce défi-là, il va falloir baisser les quantités, mais on va doubler ces quantités-là, puis on va les remettre aux banques alimentaires. On a su démontrer à travers ça vraiment à nos clients nos valeurs. On a su aussi, moi j'ai su ramener à nos valeurs, ramener notre équipe à nos valeurs dans des moments où on devrait prendre une décision puis se comporter en tant qu'entreprise. Ça a donné des ailes à mon équipe qui ont eu confiance en eux, en leurs moyens, qui a fédéré justement au niveau des résultats, où ces résultats-là étaient devenus plus grands que nous, tu sais, parce qu'on aidait la société, on conjuguait au nous, on avait des histoires, un impact tangible auprès de gens qu'on aidait. Puis là, par la suite, quand le déconfinement a commencé là, vers le mois d'avril, vers le mois de mai-juin, pardon, on a réussi à placer nos petits frigos connectés dans plein d'environnements où on n'aurait jamais cru possible avant. Des écoles, des pharmacies, des centres d'entraînement privés, des manufactures et ainsi de suite. En décembre dernier encore, quand est arrivé le reconfinement sévère, on a reperdu un gros lot de clients, je te dirais 70%. Mais mon équipe avait déjà une base de résilience. Et puis, je te dirais, la phase 2 de ça a été beaucoup plus, facile et courageuse. Ça nous a permis de revoir des opportunités sans justement enlever le fait qu'on avait le courage de dire qu'on était vulnérable, on avait le courage de dire qu'on n'avait peut-être pas vu venir justement la deuxième vague où certains autres de nos clients seraient encore fermés comme les écoles, entre autres, et ainsi de suite. Mais ça nous a permis de ralentir encore et se dire, ouais, ça va peut-être durer encore un an. Il faut assurer la pérennité de nos trucs puis de quelle façon on va le faire. Fait que 2 fois là, dans la dernière année, on a vraiment mis le mot résilience à profit dans notre équipe. Mais moi, en plus du mot résilience, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est aussi beaucoup le mot humilité. C'est fou. Oui, l'humilité, pour moi, c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est quelque chose que j'ai appris en boxe, hein, parce qu'il y a tout le temps il y a tout le temps un boxeur qui est plus rapide, qui est plus talentueux, qui est plus agile ou qui est plus fort que toi. Si tu n'as pas cette humilité-là, l'humilité va venir à toi sous forme de coup entre les deux yeux ou sur le menton, puis ça fait très mal. Oh oui. On arrive à notre dernière partie, Christian. Et pour cette dernière partie, j'avais envie de te challenger un peu. Je vais pas t'emmener sur un ring parce que c'est sûr que tu me bats, mais plutôt quand même sur un domaine que tu connais très très bien. Je te rassure, Camille, je te rassure, je te coupe pour te dire que pour un boxeur ou une boxeuse, là, la façon la plus sécure de faire du sparring, c'est-à-dire de la simulation de combat, c'est de le faire avec quelqu'un qui est beaucoup plus fort que nous. Fait que de cette façon-là, on le sait là, que cette personne-là va vouloir nous faire apprendre, évoluer et non être dans l'ego, avoir de l'agressivité ou vouloir nous frapper dur. Tu comprends? Fait que pour moi, là, se faire challenger, autant sur une conversation que dans un ring, j'adore. Fait que bring it on. Trop bien. J'aimerais trop faire sonner la petite cloche à ça serait cool. Ouais. Allez, alors donc du coup, je sais que le leadership, c'est justement un de tes sujets favoris. Et si je voulais aller sur ce sujet-là avec toi et te challenger un peu, c'est parce que je n'arrête pas de voir des articles où c'est écrit « Soyez des leaders. Comment devenir un vrai leader? Vous voulez réussir? Soyez un leader. » Et moi, j'aimerais te demander aujourd'hui, franchement, qu'est-ce que tu penses de toutes ces phrases-là qu'on voit partout? Et est-ce que pour toi, être juste gestionnaire sans être un leader, c'est pas bien? En partant, là, plus on va parler de leadership, mieux le terme va être, disons, défini et surtout compris. Plus on réussira à former des leaders, mieux la planète se portera.
Parce que tu sais, le leadership, c'est un mot souvent galvaudé ou qui n'a pas une signification qui est comprise. À tort, on pense qu'un leader, c'est nécessairement le président d'une entreprise, nécessairement un ministre ou le premier ministre d'une province, ou encore pire, le meilleur joueur de l'équipe de hockey. C'est pas du tout ça. Le leadership, c'est une responsabilité et cette responsabilité-là est de prendre soin des gens de son équipe. Le leader, là, c'est quelqu'un qui, à travers une activité quelconque, que ce soit le sport, un hobby, le travail, fait en sorte que de pratiquer cette activité-là autour de lui, là, c'est tellement plus simple, tellement plus facile, puis tellement plus agréable. Ça, pour moi, c'est du leadership. Et c'est quelque chose qui s'apprend définitivement. Le prérequis, là, c'est d'avoir un cœur pour aimer, d'avoir une tête pour vouloir apprendre, puis ensuite de ça, de comprendre que ta responsabilité première, c'est de prendre soin des gens. Ça, c'est les constats de base. À partir de ça, vraiment, tout le monde peut apprendre le leadership. Crois-moi, j'en étais le pire exemple d'avoir été un très mauvais boss puis d'avoir évolué vers un leader mieux. Comment on fait pour faire cette évolution de très mauvais boss à devenir leader? Comment on fait? Ben, je pense que ça prend un moment où on a une prise de conscience. Cette prise de conscience-là peut se faire dans le regard des autres, peut se faire sous forme d'échec ou peut se faire sous forme de claque sa gueule parce qu'on a l'impression qu'on ne fait pas une différence, qu'on n'a pas tissé un lien de confiance. On a l'impression que les gens nous détestent et à l'unanimité, là, je parle, on a l'impression qu'on ne réussit pas à faire une différence. Alors, ça, ce sont des signes qui souvent démontrent qu'on est plus un boss, un gestionnaire, un dictateur qu'un leader. Ouais, mais là, tu vois, Christian, tu es en train de... Je t'avais dit, je te challengeais sur la dernière partie. Mais c'est parce que là, j'ai l'impression que tu compares gestionnaire avec dictateur. Tu sais, dans ta phrase, là, tu as mis gestionnaire, virgule, dictateur. Et pour moi, c'est tellement pas ça. Alors, c'est tous des niveaux de boss, à mon avis. Le patronat, là, c'est un rôle d'organisation, de suivi, de direction, de management. Le leader, c'est quelqu'un qui exprime une vision et qui est capable de la vendre, de la motiver à son équipe, de leur donner, de leur confirmer, de leur donner tes valeurs pour les amener à choisir le chemin vers cette vision-là. Pas de le décider toi-même. Toi, tu es là pour les challenger, pour leur donner les outils, pour les aider, pour mesurer, mais pas pour décider, pas pour contrôler, pas pour manager. C'est très différent. Ok, alors attends, on va pousser la réflexion encore un peu plus loin, ce que je te propose. Parce que là, tu me dis, le leader, il est là aussi pour donner une vision. Ok, ça, je suis d'accord avec ça. Mais alors, s'il est là pour donner une vision et si dans ton entreprise, tu n'as que des leaders, ça veut dire que tu auras plein de visions différentes. Donc, tu ne peux pas avancer avec que des leaders dans ton entreprise, non? Ben, en fait, le rôle du leader, c'est d'émettre une vision. À même mon entreprise, il y a d'autres leaders, mais ils doivent se coller à cette vision-là. Tu sais, si tu es le leader du Canadien de Montréal et que ta vision, c'est de remporter la Coupe Stanley d'ici les 3 prochaines années, ben, le coach qui exprime un leadership à son niveau, le directeur général, le logisticien de l'équipement qui exprime un leadership à son niveau, doivent se coller à cette vision-là, ou bien on est tous des gens qui embarquent dans un véhicule qui ne vont pas au même endroit. Là, ça ne va pas du tout. Oui. Que la vision doit être définitivement centrée à un endroit et unifiée. Et ça n'implique pas qu'il n'y ait seulement qu'un leader. Au contraire. Et la vision doit s'entendre sur une vision, elle doit être claire. OK. Pour toi, l'entreprise, elle devrait être remplie de plein de leaders. Tu en aurais juste comme un qui amènerait comme la vision globale de l'entreprise. Et puis, les autres personnes seraient là
pour pouvoir amener les choses plus loin, en fait, que tout le monde puisse avancer ensemble. Ça serait ça? Tout à fait. Puis tu sais, il y a des niveaux de leadership, là. Le leadership, là, c'est pas de zéro à devenir Dieu le Père. C'est pas de zéro à devenir le pape du leadership qui est John Maxwell. À même l'organisation, à même l'équipe, le rôle du leader, c'est justement de faire émerger ce leadership-là, de le propager. Puis un leader devient justement remplit son rôle à partir du moment où il réussit à former des leaders autour de lui. À ce moment-là, ça fait en sorte que le bateau avance pas mal plus vite. Tu sais, dans le fond, je pense qu'on est d'accord tous les deux. Et ce qui fait que moi, ça me gênait quand je vois tous ces articles-là, c'est parce que c'est comme si qu'on dénigrait le rôle de gestionnaire. Mais pour moi, en fait, tu peux être un très bon gestionnaire qui va être là pour prendre soin de ses équipes, aller emmener les gens de l'avant. Parce que pour moi, le leader, tu sais, ça voulait surtout dire amener une vision, tu vois. Alors que pour moi, amener une vision, c'est une personne qui va amener une vision. Ça va être comme le chef de l'entreprise Ouais. qui a sa vision. Et puis, en fait, les autres personnes, par exemple, les gestionnaires vont être là, OK, ça, c'est la vision de l'entreprise. Donc, moi, mon rôle, ça va être de le transmettre à l'équipe et faire, OK, guys, comment on va faire pour pouvoir aller atteindre cette vision-là tous ensemble? Mais là, ça voudrait dire que le gestionnaire ne serait pas le leader, tu comprends? Ben écoute, tu sais, tout dépend de la méthode. Alors, si tu utilises le mot gestionnaire ou chef d'équipe ou peu importe, est-ce que le gestionnaire est quelqu'un qui est dans la délégation et le contrôle extrême ou qui est dans la motivation, l'éducation, l'enseignement, vouloir ensuite de ça mesurer, aider à analyser, prendre soin d'atteindre les objectifs? C'est deux positionnements de gestionnaire qui sont totalement différents, mais qui peuvent se coller au mot gestionnaire, là, si tu es d'accord avec moi. Alors, un gestionnaire ou un leader de niveau 3, il y a justement Tom Peters, qui est un célèbre auteur qui, justement, donne la formation en leadership, qui, lui, a créé 5 niveaux de leadership. Puis, probablement que le gestionnaire, ça doit être un niveau 3 selon son échelle. Mais tout dépend de la méthode du gestionnaire. Alors, il ne faut pas se mettre à démoniser le mot gestionnaire, là. L'important, c'est de cibler la méthode du gestionnaire qui doit être une méthode de prendre soin, de questionner, de collaborer, de donner des outils, de mesurer l'émotion dans laquelle son équipe travaille. Alors ça, là, c'est une méthode de gestionnaire qui se colle au leadership plutôt qui se colle à quelqu'un qui est contrôlant. Oui, non, mais tu vois, ça, là, ce que tu décris là, pour moi, ça, si tu es un gestionnaire comme ça, c'est que tu fais ton rôle. Ça, c'est ta job de faire ça, de prendre soin de ton équipe. Tout ce que tu viens de dire, là, c'est ta job de gestionnaire de faire ça. Si tu fais pas ça et que tu es celui qui est plutôt contrôlant, tu fais mal ta job. Tu vois? C'est plus comme ça, je le vois. Donc, tu sais, au bout du compte, là, le terme leadership bienveillant, leadership servant leader, whatever, le leadership, là, c'est, dans le fond, la responsabilité de prendre soin des gens au niveau où on est capable de le faire, puis d'être capable de se lever chaque matin puis d'inspirer ces gens-là. That's it. Le leader en chef doit, lui, déterminer une vision puis la vendre à son équipe. Ouais. Ça, c'est ce que j'appelle le leader en chef ou le leader niveau 5. Mais voilà. Je pense qu'au terme, on dit la même chose dans un orthographe ou un syllabus différent. Du coup, là, Christian, je te serre la main, je suis d'accord. Merci. Mais en boxe, on se fait un fist bump, un genre de touch de gloves. Ah, grave, ça serait vraiment bien. Et du coup, est-ce que tu es le boss que tu aimerais avoir? À tous les jours, j'essaie d'être ce patron que j'aurais aimé avoir. Effectivement. Puis j'essaie d'être un patron cave. C'est quoi un patron cave? Ouais, être cave, pour moi, là, c'est un rituel de check-up avec son équipe. C pour communication.
le rôle de la communication, c'est pas d'avoir raison, c'est de se comprendre. Et l'activité principale de la communication, c'est d'écouter. Alors, est-ce que je communique bien? A, est-ce que je donne accès à des outils? Est-ce que je donne accès de l'aide? V, est-ce que le partenaire, le collègue dans mon équipe connaît la valeur qu'il amène à cette équipe-là et il y a le contrôle sur justement le rythme et le format, le volume de cette valeur-là qu'il amène à l'équipe. Puis E, dans CAV, le E est pour émotion. Dans quelle émotion ce joueur-là se déploie-t-il? Est-ce qu'il est dans la honte? Est-ce qu'il est dans un moment où il sent qu'il n'est pas au niveau, qui est tout le temps débordé, qui est dépassé, ou est-ce qu'il est challengé, qui sent qu'il s'épanouit, qui sent qu'il apporte une valeur? Alors, si on est dans le rouge, là, à très court terme, ce n'est pas quelque chose là, qui peut être sustainable, comme on dit. Là. Puis si on est dans le vert, c'est quelque chose qu'on veut amplifier. Mais on est des petites bêtes émotives. C'est important que cette émotion-là soit dans le vert. Fait que j'essaie d'être justement un leader cave. Ah, c'est beau, merci de nous avoir partagé ça. Est-ce que tu as transformé un de tes rêves en réalité? J'ai transformé plusieurs rêves en réalité. J'étais assoiffé de voyage. J'ai vraiment voyagé. J'ai la tête puis le cœur plein de souvenirs. Mon plus grand rêve, c'était de donner mes valeurs à une petite fille qui est devenue maintenant une adulte de 20 ans, qui à l'époque a été un accident d'une rencontre avec sa mère, avec qui j'ai jamais été, même pas une journée. Cette espèce de cadeau-là a renversé ma vie de manière positive. Je ne savais pas comment j'allais pouvoir être un père, mais je voulais être le meilleur père au monde. J'ai certainement pas été un père parfait, mais j'en ai profité. Puis j'ai l'impression d'avoir vraiment une jeune adulte qui prend ses ailes. Mon rêve, c'était aussi de pouvoir faire la différence au sein d'une équipe. J'ai vraiment une équipe qui est une équipe olympique en ce moment, où je sens qu'on avance, puis à tous les jours, on réussit à créer des choses incroyables. Fait que je te dirais, j'ai réussi là, 4 rêves. Le dernier, c'est d'être capable de mettre mon sport, ma passion, à pouvoir changer des vies. Avec le club de boxe que j'ai racheté, puis j'ai fait un OBNL, on réussit à sortir des jeunes de la rue, puis changer des vies chaque année. Fait que c'est des rêves que j'ai réussi à créer, disons, parce que les rêves, tu sais, c'est pas quelque chose que tu fais la nuit en dormant. À mon avis, c'est quelque chose qui te réveille plutôt la nuit parce que tu as cette envie incroyable de les réaliser. Ben, ça, c'est vraiment un rêve. Tu sais. Est-ce que tu as une autre envie incroyable que tu as envie de réaliser, justement? J'ai une envie incroyable de réaliser, d'être capable de, d'ici 10 ans, pouvoir vivre dans un autre pays, pouvoir découvrir une nouvelle culture, pouvoir découvrir des gens avec leurs lunettes, puis m'imprégner, puis vivre de ça, tout en continuant justement mon travail à distance, on and off. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup d'être capable de m'immerger dans une autre pays, société, civilisation complètement. C'est vraiment quelque chose que j'ai dans le viseur pour les prochaines années. Ah, je te le souhaite tellement, Christian, je te le souhaite vraiment. On arrive bientôt en plus à la fin de mes questions. J'ai une question que j'aime bien poser et que je vais te poser du coup, qui est: qu'est-ce qui te donne envie de te réveiller le matin? Faire la différence auprès de mon équipe, sentir que je fais une différence auprès de mon équipe, sentir que je fais une différence auprès des jeunes écorchés qui viennent boxer à mon centre de boxe, sentir que je peux faire une différence auprès de ma fille dans son parcours,
qui est très émotif dans la crise actuelle parce qu'elle a des déceptions avec sa tête d'adolescente, avec son corps d'adulte. Sentir que je fais une différence, définitivement, c'est ce qui me fait lever le matin, puis tous les matins. Ah, merci de nous avoir. Peut-être que c'est pas à la grandeur des invités que tu reçois, mais j'évite de me lancer dans des trucs comme amener la paix dans le monde, Ah non, mais renverser, blablabla. Là, je suis un gars qui est très terre à terre. Tu sais, oh non, alors je crois au bonheur par petits moments et par forte dose à tous les jours. Ah, mais tu fais tellement bien. Et puis, au contraire, merci de nous partager tout ça. Et puis, te compare pas aux autres invités ou quoi que ce soit. Il n'y a vraiment pas de personne qui nous dit des choses plus grandes ou plus grosses que l'autre ou des choses comme ça. Merci de me rappeler. Ouais, c'est ça, attends. Mais en fait, ce que j'aime bien dans cette question, et si j'aime beaucoup la poser, que je la repose toujours à tous mes podcasts, parce que j'ai l'impression d'en connaître un peu plus sur la personne. Tu vois, c'est qu'est-ce qui te motive chaque matin? Et c'est ça qui est beau. Et puis là, je vois ce qui, toi, te motive et qu'est-ce qui pourrait aussi, par la suite, en t'écoutant, peut-être, je sais pas, ceux qui nous écoutent peuvent se dire « Ah, mais attends, ça aussi, moi, c'est quelque chose que j'aimerais faire. » Tu sais, c'est donner ce petit déclic. Est-ce que les gens sont capables de répondre de facto à cette question-là habituellement? Non, tout le monde réfléchit. Tout le monde prend du temps à réfléchir. OK, c'est ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se sont jamais tant posés à ça, puis qui sont entrés dans une routine de métro, boulot, dodo, amis, et ainsi de suite. Mais moi, je pense que c'est vraiment au cœur de nos vies, puis c'est quelque chose qu'on doit clarifier. Puis un jour ou l'autre, là, ça amène beaucoup de sens à notre vie. Puis au niveau où on veut le mettre, c'est important que ça soit clair, tu sais. Puis si c'est pas défini, il ne faut pas angoisser parce que c'est pas défini. Il faut juste l'accueillir puis être en mesure de se questionner, tu sais. Puis c'est à la base des questionnements. Quand j'ai vendu ma première entreprise en 2016, mon questionnement s'est fait autour de ça. Est-ce que je fais encore une différence? Ces gens-là, est-ce que je vais leur manquer? L'entreprise va-t-elle survivre? Est-ce que je suis encore à la hauteur de la situation? Est-ce que je fais encore justement un poids dans la balance de leur vie, et ainsi de suite? Fait que ça amène beaucoup à poser des questions. Je suis un gars qui aime plus les questions que les réponses, même, souvent. C'est fatigant, ça. Non, c'est pas ça, tu m'étonnes. Mais en même temps, c'est important, tu sais, ou d'avoir quelqu'un qui t'aide à te poser ces questions-là, ou toi-même, des fois, de te poser et puis de prendre le temps de répondre aux questions pour savoir. Tu sais, c'est comme prendre un moment pour savoir où est-ce que tu en es là. Puis ça aussi, j'aime Mais avec. souvent, là, quand on n'a pas la réponse, là, c'est la question qu'il faut poser autrement ou que la question qui est mal ciblée. J'ai l'impression de ça. Complètement. Alors là, je peux. Toi, Camille, qu'est-ce qui t'a fait te lever ce matin précisément? Ben, c'est toi la question. Non, mais bon. Non, qu'est-ce qui ferait que tu passerais une bonne journée? En fait, je fais tout à chaque fois pour essayer de passer une bonne journée. La réalité, c'est que c'est ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais alors ça, je t'avouerais que c'est quelque chose qui est en moi. Je ne pourrais pas dire comment. Attends, c'est toi qui poses les questions maintenant. Comment il inverse la vapeur? Mais oui, non, c'est ça. Pour dire la vérité, j'ai toujours été comme ça, genre à chercher, même si je vis un moment super difficile, ou quelque chose, on a tous des journées où vraiment ça va pas là. Et j'ai ce besoin-là d'aller trouver un truc qui va bien. Alors des fois, ça peut être un truc ridicule, hein, ça peut être juste aller me chercher, je sais pas moi, un chocolat et puis là je vais être là genre, hey, en fait ça va. Je vais juste manger ça et puis demain on va régler les trucs. Ou j'ai ce besoin-là d'aller chercher quelque chose de plus grand que moi, si je peux dire ça, ou je dirais même pas de plus grand que moi, mais juste, j'aime pas terminer mes journées en n'étant pas contente. Donc, tu es sûr que je vais chercher. Moi, je vais t'envoyer un dernier jab, OK? On est sur le ring, là. J'ai reçu tous les tiens. Je vais t'en poser un dernier. Le bonheur, tu crois que c'est inné ou acquis? Hey, on m'a jamais posé cette question-là. Alors, je vais demander, genre, attends, laisse-moi réfléchir. Je pense que... C'est l'œuf ou la poule du bonheur. Mais c'est exactement ça. Non, je pense que ça s'apprend. C'est... ouais, je pense sincèrement
que ça s'apprend. Je pense que des fois, parce qu'on n'est pas tous avec les mêmes chances. Et puis, je suis sûre, alors peut-être que je me trompe, hein, parce que ce que je dis là, et je te dirais que c'est valable pour aujourd'hui. Et puis, j'ai pas peur de me dire que bah, des fois, je me trompe, et puis peut-être que la semaine prochaine, je te répondrai complètement autre chose. Mhm. Mais pour aujourd'hui, je te dirais que ça s'apprend, le bonheur. On apprend à aimer les petites choses. Je veux dire, je me rappelle des fois où surtout quand j'étais ado, là, où il y a eu des moments qui étaient vraiment comme plus difficiles. Et puis, chaque chose, j'ai comme appris à les aimer. Je te dirais qu'on peut Intéressant. apprendre à aimer les choses, Intéressant. à être heureux. Je vais te mettre dans mes statistiques. Ça va. Oh là là. Bon, je reprends comment on peut dire ça? Je te sens un peu sonné, là. Ouais, grave. Prends ton 10 secondes. Prends Je ton fais 10 pendant 10 secondes pour secondes. prendre le dessus sur ton entrevue, là. Vas-y. J'ai pas l'habitude, là. Je vais voir mon coach, attends. Puis je retourne sur le ring. C'est bon. Alors, on va faire ça. Oui, c'est ça. Donc, j'ai une avant-dernière question, du coup, à te poser. Vu qu'on arrive à la fin, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose qu'on n'a pas parlé, quelque chose qu'on n'a pas échangé, sur lequel, pour toi, qui est important et que tu aimerais transmettre aux autres aujourd'hui? Oh, je vois tu sais, on a parlé beaucoup de leadership. Je vois beaucoup le leadership comme la boxe. Euh, la boxe, il y a des coups fondamentaux. Jab, direct, crochet, uppercut. Ben, le leadership, il y a des fondamentaux aussi que j'appelle courage, empathie, vulnérabilité et tact. Puis comme boxeur, quand on commence à boxer, envoyer un jab, tu ne te sens pas à l'aise. C'est la main gauche, tu es droitier ou vice-versa. Mais à force de pratiquer 5 jours semaine, à envoyer en moyenne 2500 coups à l'heure, ben, tu deviens de plus en plus à l'aise, puis tu dois te douter qu'après 16 ans de faire de la boxe, le jab sort beaucoup plus aisément, rapide et efficace. Ben, même chose avec ces fondamentaux-là du leadership, courage, empathie, vulnérabilité et tact. Ce sont mes 4 fondamentaux. Chacun peut avoir les siens en leadership. Moi, je vois ces coups-là comme mes coups de leadership, puis découvrez, disons, les vôtres si vous voulez être un bon leader, puis essayez de les aiguiser, les affûter, les pratiquer. Comment est-ce qu'on peut découvrir les siens? Ben, je pense que ça a à voir avec qu'est-ce qui peut faire une différence dans les relations humaines. Ça a à voir aussi avec qu'est-ce qui est naturel pour toi, qu'est-ce qui est ta faiblesse aussi que tu dois travailler. Je pense que ça a rapport à ça. Puis voilà. Oh, super, merci beaucoup. Merci Christian. Et pour terminer ce podcast, j'aimerais savoir, tu peux partager avec nous une découverte récente. Alors, ça peut être un livre, un film, une chaîne YouTube, quelque chose qui t'a marqué et que tu aimerais partager. Je suis un maniaque de podcasts. J'écoute des podcasts dans la voiture, quand je fais du ski de fond, quand je vais jogger, et ainsi de suite. Puis un podcast qui a littéralement changé ma vie est le podcast de Dr. Brené Brown, Dare to Lead, qui est une femme extraordinaire. Si d'ailleurs vous voulez en avoir un petit aperçu, il y a un documentaire sur Brené Brown sur Netflix en ce moment. Et ben, si vous aimez ce qu'elle fait, son podcast est un délice. Oh, génial. Du coup, je vais les rajouter dans les commentaires en description. Comme ça, vous allez pouvoir aussi consulter. Merci beaucoup. Et enfin, toute dernière question. Si on souhaite échanger avec toi, te poser des questions, comment est-ce qu'on fait pour te contacter? Ben, je suis facilement rejoignable par LinkedIn. Si vous connectez avec moi, ça me ferait vraiment plaisir, mais prenez soin de me dire que vous m'avez entendu dans le podcast de Camille Lynn. Ça serait extraordinaire pour moi. Puis, ben voilà. Ouais, c'est top. Moi, merci beaucoup, Christian, pour ce moment, pour ton authenticité et pour tout ce que tu nous as partagé. Ben, merci à toi, Camille,
t'être prêté au jeu aussi, de recevoir quelques coups puis de m'avoir fait passer vraiment un moment très agréable. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, mais aussi à laisser vos avis, notamment sur Apple Podcasts. Ça m'aiderait vraiment beaucoup à faire connaître 5 à 7 RH. Avoir vos avis en commentaire, les petites étoiles et le bouche à oreille sont les meilleurs moyens de me soutenir. Alors si le cœur vous en dit, je vous en remercie grandement. Sachez que vous pouvez aussi m'adresser des suggestions de thèmes que vous souhaiteriez voir abordés dans le prochain podcast en m'écrivant sur LinkedIn ou à mon adresse mail camille@5a7rh.com. N'oubliez pas d'enfiler vos gants de boxe et de notre côté, on se retrouve dans 2 semaines. Ciao!